Merci Marina et merci encore pour cette invitation à débattre de ce sujet qui peut être un peu polémique. Et donc pour débuter ce débat, tout simplement, je vous propose de partir des données scientifiques actuelles et d'où nous en sommes début 2017 sur la validation scientifique du TAVI. Donc vous savez que c'est Partner 2 et on a eu dans le courant de l'année 2016 la démonstration de la non-infériorité du TAVI par rapport à la chirurgie conventionnelle chez les patients à haut risque sur un critère d'évaluation qui était composite, qui associait la mortalité et les AVC invalidants à 2 ans. Et dans cet essai qui nous a donné ce résultat, la définition du risque intermédiaire, c'était bien sûr à l'issue d'une évaluation multidisciplinaire, des patients qui avaient un STS compris entre 4 et 8%, ou des comorbidités non évaluées par ce score de mortalité opératoire qui pouvait faire basculer le choix vers un TAVI et qui avait fait important pour la suite une maladie coronaire associée possible, non complexe, qui pouvait être revascularisée. Et donc si on veut discuter de l'extension de l'indication du TAVI à des patients au-delà des indications validées scientifiquement actuelles, ça veut dire discuter de l'extension des indications au bas risque. Et on sait donc que ce bas risque, qui se définit par les scores prédictifs de mortalité opératoire habituels, donc le STS, qui est peut-être probablement le plus précis, mais les sociétés savantes l'ont reconnu dans leurs documents de consensus. D'autres critères sont très importants et doivent être pris en compte. La fragilité, bien sûr, des dysfonctions d'organes majeures qui pourraient avoir une conséquence sur les suites opératoires, et puis des caractéristiques purement techniques ou anatomiques qui pourraient venir contre-indiquer une intervention. Mais pour parler de manière plus concrète et poser le débat, si on veut discuter d'étendre ou d'envoyer plus de patients opérables vers un TAVI, puisque c'était la question qui est posée, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que ça représente concrètement? Donc je vous ai pris arbitrairement, j'ai créé arbitrairement cet exemple. Donc c'est ça. C'est une patiente de 84 ans, morphotype normal, 1m60, 60 kg, qui souffre d'un RAO en stade 3 NYHA, qui a de l'hypertension artérielle comme c'est fréquent à cet âge, qui a 100 micromoles par litre de créate. Et bien voilà, cette patiente, elle est à bas risque, elle a un STS à 3,3%. Et donc la question posée, c'est celle-ci. Est-ce que cette patiente, il est légitime d'envisager de la traiter par un TAVI? Alors si on veut se poser cette question, bien sûr, il faut savoir quelle est la performance de la chirurgie dans ce domaine. Alors, il y a toute l'antériorité de la chirurgie et une très importante littérature. Vous voyez que c'est des séries qui sont sans commune mesure avec les nôtres. 141 000 patients, 142 000 presque. Et donc on connaît la performance de la chirurgie sur ce terrain. On sait que la mortalité opératoire, elle est d'environ 2%. On sait aussi, ça c'est un fait qu'on retrouve dans toutes les publications, que si on associe des pontages coronaires, et c'est pas rare d'avoir une maladie coronaire sévère proximale à 84 ans, eh bien la mortalité opératoire double. Et donc c'est pas tout à fait la même opération que l'on compare. Et donc si on cherche à discuter et à démontrer l'intérêt du TAVI chez ces patients-là, en reprenant l'exemple que je vous ai cité, il va falloir bien sûr chercher tout d'abord à montrer la non-infériorité du TAVI sur quelque chose de très dur qui est la mortalité. Il faut être sûr qu'on ne va pas faire plus mourir nos patients à bas risque en les traitant par TAVI. Donc vous le savez, on a un peu de données dans la littérature là-dessus. Il y avait ces notions dont on vous parlait ici l'an dernier, dont l'hypothèse était de tester la supériorité du TAVI par rapport à la chirurgie chez une cohorte de patients à bas risque, jeunes. Et vous le savez, cet essai a été négatif, donc il nous permet simplement d'observer ce qui a été documenté et ça génère des hypothèses. Et donc on a observé dans cet essai qu'il n'y avait pas de différence de mortalité, d'AVC, d'événements cardiovasculaires durs majeurs entre chirurgie et TAVI chez ces patients à bas risque. Et puis ça nous a permis aussi de constater, ce qui était déjà connu avec des essais menés chez des patients à plus haut risque, que le spectre des complications est différent pour les deux techniques. Il y a plus de saignements majeurs, il y a plus de chocs, il y a plus d'insuffisance rénale aiguë très sévère en cas de chirurgie, plus de fibrillation auriculaire, et puis il y a plus de pacemaker avec le TAVI, plus de complications vasculaires, donc un spectre de complications un petit peu différent. Notion d'autres études, mais qui étaient, elles, observationnelles, menées chez des patients à bas risque, ont été regroupées dans une méta-analyse récente, et on retrouve à peu près la même idée dans cette méta-analyse, qui est de celle que, a priori, on n'observe pas de différence de mortalité chez ces patients à bas risque entre la chirurgie et le TAVI. Alors la mortalité, c'est très important. On voit qu'on a pas mal de données qui nous donnent l'espoir qu'on démontrera la non-infériorité du TAVI par rapport à la chirurgie chez ces patients à bas risque. Mais si on se pose cette question de traiter les patients à plus bas risque, je pense que comme critère d'évaluation de la thérapeutique, la qualité de vie a une énorme importance et elle entrera en compte dans le choix de la technique très probablement. Donc
il faut bien sûr pas diaboliser la chirurgie. On a l'idée de la chirurgie chez les patients inopérables à haut risque. Est-ce que la chirurgie améliore la qualité de vie chez ces patients à bas risque opérés? Bien sûr, on le sait, et elle est bénéfique. Alors, on n'a pas de données comparatives de qualité de vie chez les patients à bas risque traités soit par TAVI, par chirurgie, mais je vous ai mis cette diapositive pour se souvenir des données de Partner 1 qui nous avait montré que uniquement dans le groupe fémoral, on avait une supériorité du TAVI par rapport à la chirurgie quand on évalue objectivement par des échelles la qualité de vie dans la période précoce post-opératoire, et ça se comprend aisément, et puis ensuite on n'observait plus de différence entre les deux groupes. Et puis bon, bien sûr, il faudra aussi démontrer une non-infériorité sur la performance des valves. Je ne parle bien sûr pas de la durabilité, puisque ça a été traité par Hélène, mais là aussi, sur la performance hémodynamique des valves, vous avez ici les données de l'essai Core Valve mené aux États-Unis, mais on avait des données à peu près similaires rapportées par d'autres équipes avec la prothèse Edwards. Eh bien, on sait que la performance hémodynamique pure, la surface fonctionnelle, le gradient moyen, quand on les compare de manière rigoureuse avec des Core Lab, entre les prothèses percutanées et les prothèses chirurgicales, la balance penche un peu en la faveur de la prothèse aortique percutanée. C'est ce qui a été observé ici dans les CUS Core Valve. Bien sûr, la balance, elle penche en défaveur des prothèses aortiques percutanées sur la question des fuites paraprothétiques. Alors là aussi, sur les patients à bas risque qui peuvent avoir des caractéristiques anatomiques un peu différentes et donc des résultats un peu différents là-dessus, on a peu de données, on n'a que celle de notion qui était clairement en défaveur du TAVI, mais souvenez-vous, cette notion, c'était avec la vieille Core Valve, c'était avec un screening fait sans scanner, et donc on peut espérer, mais ce n'est qu'une hypothèse, qu'avec les nouveaux dispositifs ayant des caractéristiques permettant de réduire l'importance des fuites paraprothétiques, et essentiellement Sapien 3, Lotus, qui sont à notre disposition en Europe désormais, eh bien on aura de meilleurs résultats là-dessus. Et donc fort de tout ce rationnel, vous le savez très probablement, eh bien l'histoire est déjà en marche. En fait, la validation, elle a déjà commencé. Et donc, il y a beaucoup d'essais randomisés qui ont débuté leur recrutement dans le but de démontrer cette utilité du TAVI chez le patient à bas risque. Donc, il y a Partner 3, il y a un essai à mener avec les volutaires avec Medtronic, Notion 2 dans la suite de Notion, et puis Reprise 5 qui débutera avec la valve Lotus. J'ai volontairement exclu de la discussion parce que c'est une sous-population anatomique bien spécifique qui a été exclue. Vraiment une population à part avec des caractéristiques procédurales différentes, des résultats procéduraux différents. On a eu 2 registres très beaux, l'un il y a quelques années avec les prothèses de première génération, un plus récent avec les prothèses de deuxième génération qui le montrent bien. Donc je laisse la porte ouverte pour la discussion peut-être sur cette problématique, mais je pense que c'est un sous-groupe de patients qu'il faut exclure du débat. Et donc pour conclure, si on essaie de répondre à la question de savoir si bien sûr on va ouvrir le TAVI à plus de patients, et donc si on va envoyer vers le TAVI plus de patients opérables, et si je reprends l'exemple très simple que je vous ai cité tout à l'heure, très probablement, bien sûr, pour le faire, il faudra l'autorisation qui passera par la validation scientifique. Compte tenu de tout ce qu'on a vu, on peut prédire que la non-infériorité par rapport à la chirurgie sur des critères durs de mortalité, d'AVC, sera probablement obtenue. L'importance de la qualité de vie, de la rapidité, de la qualité de récupération post-opératoire, à mon sens, dans cette population, devrait être évaluée parce que ça sera un critère secondaire important. On a des signaux qui nous montrent qu'à court et à moyen terme, on n'a probablement pas de crainte pour l'instant sur la performance des valves, mais encore une fois, on a discuté de la durabilité il y a peu de temps, et puis on a vu qu'il y avait un spectre de complications bien différent. Et puis pour en revenir donc à une problématique plus concrète, c'est notre quotidien à nous tous dans nos centres. Eh bien, pour l'instant, ça reste encore administrativement et officiellement de la science-fiction, puisque vous savez qu'on implante tous nos valves aortiques percutanées selon ces critères, qui sont des critères qui sont obsolètes par rapport aux données scientifiques actuelles. Et donc je pense que c'est l'occasion, puisqu'on a ici les représentants de nos sociétés savantes, de discuter également de ça et d'avoir un petit point sur les discussions qui sont, je pense, et à coup sûr très probablement engagées avec les autorités de santé sur la mise à jour de ces critères d'indication des prothèses aortiques percutanées en 2017 en France. Je vous remercie. Je pense qu'il va y avoir certainement, effectivement, beaucoup à attendre des nouvelles recommandations, mais je trouve que les cardiologues interventionnels par rapport aux chirurgiens sont quand même un peu tordus dans leur tête, parce qu'on parle de bas risque, mais on ne fait complètement abstraction de l'âge. En fait, l'âge et le bas risque sont 2 problèmes qui se télescopent complètement, mais notre expérience quotidienne
montre bien que si on a un patient très âgé à bas risque, on peut lui mettre une valve et que c'est le meilleur choix. Je pense que tout le monde ici est convaincu de ça. Par contre, quand on va vers le bas risque plus jeune, c'est là que le problème se pose. Quelle est la limite d'âge à partir duquel on peut décemment mettre une valve transcutanée par rapport à ce qu'on sait de la littérature et de la science? C'est-à-dire qu'on garde quand même en tête qu'on peut toujours, en cas de dysfonction de valve, à 5 ans, par exemple, remettre une valve dans la valve. On le sait très bien. Donc, en fait, il me semble que le principal critère de sélection devient davantage l'âge des patients que le risque en soi, où les deux sont mêlés pour les patients les plus jeunes. Mais en tout cas, pour les plus âgés, je trouve qu'on se pose des questions qui sont déjà totalement dépassées et qui sont déjà résolues dans notre attitude quotidienne. Nos chirurgiens nous proposent de mettre des valves à des patients à bas risque qui sont octogénaires à l'heure actuelle. C'est comme ça que ça se passe, non ? Oui, non, tout à fait. Ouais. Tu es d'accord sur ça ? Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Alors après, je remets l'accent dessus parce que je pense que c'est vraiment l'occasion de ces rencontres-là pour aborder le problème et discuter de ça. Ça nous semble une évidence pratique, mais au niveau réglementaire, c'est pas le cas. Et je peux juste vous rapporter notre expérience récente, puisqu'on a eu un contrôle de notre ARS sur notre activité de TAVI, où 40 dossiers ont été tirés au sort, évalués avec une grille de lecture qui était assez bien faite et qui prenait en compte les critères habituels. Et il y avait des dossiers hors LPPR, et ces dossiers hors LPPR, c'est par exemple une patiente de 90 ans qui n'a aucun facteur de risque. Voilà. C'est une évidence médicale que cette patiente, c'est une bonne indication du TAVI, mais elle était hors LPPR. C'était un patient de 75 ans, double ponté, avec 2 mammaires perméables qui croisaient derrière le sternum. Voilà. Donc je suis d'accord avec toi, Alain, mais c'est vrai que je pense c'est pour ça que j'insiste là-dessus, c'est important d'utiliser ces données scientifiques pour faire évoluer nos données réglementaires. Mais qu'est-ce qui se passera pour ces 2 patients ? Rien. Donc du coup, ça change rien. Rien. Enfin, rien pour cette année. Si on a un autre contrôle l'an prochain, on n'en sait rien. Mais disons que... Voilà. Marie-Claude. Et bien sûr, revenir sur la question que vous avez soulevée de la bicuspidie. En Asie, ils ont toute leur population bicuspide, ou des très, très grosses proportions. Ça ne les émeut pas du tout plus que ça. Et je pense que si on va vers les patients plus jeunes, on va augmenter beaucoup le taux de bicuspidie. Est-ce que c'est vraiment un problème ? Moi, personnellement, je n'ai pas de réponse à ça. On traite tous des patients bicuspides. Mais quand on regarde l'expérience collective rapportée dans les 2 registres, je vous disais, avec Corvalve et Sapien, on avait des résultats qui étaient clairement beaucoup moins bons que chez les non-bicuspides. Et dans le registre plus récent, donc avec des valves de 2e génération, on voit une amélioration vraiment franche des résultats, notamment en termes de succès procédural, de fuite paraprothétique, qui, elle, laisse espérer qu'on rejoindra un peu les résultats obtenus chez les non-bicuspides. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est totalement exclu des études de validation. Donc ça viendra d'Asie, ces résultats-là. Oui, probablement, c'est ça. Ils en incluent à tour de bras, sans émotion. Oui, exactement. Le vrai problème, c'est quel type de bicuspidie parle-t-on ? Si on parle sur une bicuspidie, je dirais type 0, effectivement, on a besoin de validation. Mais on sait très bien que les types, je dirais, intermédiaires, il y en a énormément dans nos populations que l'on traite aujourd'hui. Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais les résultats dont je te parle, c'était des papiers qui avaient 80% de bicuspidie type 1. Moi, je voudrais revenir sur ce que disait Alain. Je pense que c'est vrai que la priorité des actions ou des études, c'est pas le bas risque. On s'en fiche que quelqu'un de 65 ans soit opéré. Je veux dire, c'est très bien. Et c'est par contre quelqu'un de 75 ans qui peut effectivement avoir une procédure et sortir chez lui sans aller en réadaptation. Je pense que c'est ça la vraie avancée de cette technologie. Et c'est pas toujours ça dans les discussions. C'est vrai que je pense qu'il ne faut pas qu'on se batte pour des gens de moins de 70 ans. Non, en tout cas pour commencer. C'est pour ça que j'ai choisi volontairement l'exemple qui était à la limite, l'exemple concret que je vous ai montré. Je pense que déjà à court terme, c'est ce que je vous ai montré. C'est le patient entre 80 et 85 ans qui a un peu d'hypertension, une créate un peu limite, c'est ça. Mais ça, je pense que c'est fait. Enfin, je veux dire, on peut faire un main levée, mais je veux dire, dans nos chirurgiens, s'ils voient, si on leur présente un dossier de 80 ans avec une voie fémorale accessible, c'est pour ça qu'on aime bien pacifier les jambes en même temps que la choro,
ils sont d'accord pour qu'on fasse plutôt un TAVI. D'accord. Alors peut-être que ce n'est pas du tout le cas dans la majorité des centres, mais nous, ça vient des chirurgiens. C'est une discussion médico-chirurgicale. Non, c'est pas encore le cas. Ouais. C'est pas la règle. Ouais. Non. Ouais, je pense que ça, c'est une première chose à faire. Pour aller juste un petit peu dans ce sens-là, et Augusto pourra peut-être le confirmer, il y a des données assez intéressantes qui viennent de la sécurité sociale américaine et qui montrent un peu la médiane de survie des patients en fonction de l'âge. Donc ceux qui atteignent 80 ans, sans parler d'espérance de vie de la population générale, ceux qui atteignent 80 ans, ils ont une médiane de survie qui est entre 5 et 7 ans. Donc c'est tout à fait compatible avec les prothèses TAVI. Et ceux de 75 ans, elle est de l'ordre de 11 ans. Donc peut-être que on verra dans le futur, mais peut-être que la limite un petit peu pour utiliser l'âge comme cut-off pour basculer vers le TAVI, ce sera peut-être vers 75 ans. Mais si tu peux mettre un TAVI dans ta vie, ça peut être une question de taille. Si tu es sûr que tu pourras lui en remettre un dedans, c'est bon. Si tu peux pas, effectivement, il vaut mieux qu'il soit opéré. Et ce qui est tout de même extraordinaire, c'est que dans Partner 3, la FDA, qui est quand même plutôt regardante, a mis la barre à 65 ans. C'est vraiment incroyable, ça. Merci beaucoup.